vais essayer de développer le thème sous un angle complémentaire à celui de Pierre, qui avait choisi d'embrayer sur l'actualité. Donc moi, je vais faire un exposé beaucoup plus théorique, beaucoup plus qu'une réponse franche à la question de savoir le mondialisme en jeu et perspective, ce qui est un peu difficile à traiter en une demi-heure. Je vais plutôt vous proposer une ligne générale de réflexion pour suggérer une méthode, une façon de combiner les différentes approches possibles. Quand vous avez un phénomène historique à analyser, il y a toujours en gros 4 façons de le regarder. Soit vous vous intéressez à l'histoire événementielle, c'est-à-dire que vous considérez que l'histoire est faite par ses acteurs. Soit vous vous intéressez à l'infrastructure, c'est-à-dire que vous êtes dans une posture, on va dire, marxiste ou marxienne, et vous considérez que l'histoire, elle est faite d'abord par les rapports de production, par les infrastructures matérielles et par les rapports de classe qui en découlent. Soit vous êtes dans une approche, on va dire, structuraliste, c'est-à-dire que vous considérez la société comme une structure d'ensemble et vous vous intéressez aux relations entre les composantes de cette structure, ce qui vous amène généralement plutôt à vous tourner vers des concepts socioculturels. Soit vous êtes dans une approche mystique qui est généralement dévalorisée par les universitaires, mais ils ont peut-être tort parce qu'on se rend compte à l'expérience que très souvent les mystiques perçoivent les choses mieux que les personnes qui sont purement inscrites dans la rationalité. Ça ne veut pas dire que les mystiques ne se trompent pas, ils peuvent aussi se tromper, c'est-à-dire que c'est une approche à considérer. Alors si on s'intéresse au mondialisme sous ces 4 approches, comment peut-on les combiner ? Alors d'abord, il faut prendre la définition, c'est le point de départ quand on s'intéresse à un concept. Dictionnaire de l'Académie française, mondialisme, doctrine ou tendance politique visant à l'unité de tous les peuples, considérés comme formant une communauté unique. La définition. Alors si on commence d'abord à regarder cette définition sous l'angle structuraliste, qu'est-ce qui nous frappe en premier lieu ? D'abord, on voit très bien qu'en quelque sorte que ça va être forcément une doctrine en phase avec l'ère du temps, parce qu'il y a des donnes socio-culturelles dans la plupart des sociétés de la planète qui font que cette doctrine va être plus facilement comprise et admise dans ces sociétés. C'est-à-dire qu'on peut noter que la montée en puissance du mondialisme, qui répond aussi bien sûr à des stratégies d'acteurs, j'y reviendrai, elle peut aussi correspondre à un phénomène un petit peu spontané. Quand vous avez une augmentation générale sur la planète du niveau éducatif, chose que nous ne percevons plus très bien aujourd'hui en Occident parce que chez nous, cette augmentation s'est arrêtée, mais qui est un phénomène majeur à l'échelle planétaire parce que dans les pays émergents, ça continue, ils sont en train de nous rattraper. Quand vous avez une augmentation donc générale du niveau éducatif, vous avez aussi une augmentation de la proportion des gens sur Terre dont l'horizon en quelque sorte s'élargit à l'échelle planétaire. Parce que ça, c'est un mécanisme naturel. Quand le niveau éducatif monte, l'horizon des gens s'élargit. Ça, c'est un phénomène spontané. Deuxième élément dans la donne socioculturelle qui favorise en quelque sorte le mondialisme, évidemment, avec l'augmentation des flux migratoires, il y a une proportion croissante de personnes qui sont issues d'un métissage racial et ou culturel. Forcément, ce sont des gens qui peuvent plus facilement percevoir l'humanité comme formant une communauté unique. Là encore, c'est un phénomène en partie spontané. Et puis, c'est peut-être à mon avis le facteur le plus important, nous sommes en train d'assister à une mondialisation des flux d'informations. C'est quelque chose que nous expérimentons tous. Moi, je me souviens très bien quand j'étais étudiant. L'information que nous avions, c'était une information française. Même quand elle venait de l'étranger, elle passait par l'intermédiaire de médias français. Nous avions assez peu accès aux médias étrangers. Aujourd'hui, il vous suffit de vous installer devant Internet et pratiquement, sous réserve de parler les langues concernées, vous avez accès à tout. Donc la formation d'une préconscience globale, c'est aussi quelque chose de spontané. C'est un élément à intégrer dans notre réflexion. Il ne faut pas forcément tout ramener à des stratégies d'acteurs, il ne faut pas forcément tout ramener aux dynamiques de classe. Il y a aussi des phénomènes spontanés qui expliquent cette tendance. Cela dit, évidemment, il faut s'intéresser à l'approche par l'infrastructure et s'intéresser à l'histoire événementielle. Alors si on regarde l'approche par l'infrastructure,
on constate tout de suite qu'il y a une raison simple, objective, pour que beaucoup, en disant une très forte proportion des classes dirigeantes aujourd'hui dans le monde, souhaitent promouvoir l'idéologie mondialiste. C'est tout simplement que cette idéologie justifie le développement du libre-échange, que le libre-échange naturellement introduit dans toutes les sociétés le niveau d'égalité qui existe dans la structure globale, et que donc le libre-échange par nature va, dans les sociétés plutôt égalitaires, accroître le niveau d'inégalité. C'est-à-dire que quand vous mettez en concurrence, dans un cadre de libre-échange, deux économies dont l'une a un niveau d'inégalité plus fort que l'autre, la libre circulation des facteurs de production, la libre circulation des marchandises, la libre circulation des personnes, tout cela va favoriser l'économie la plus inégalitaire, parce que c'est celle qui saura le plus facilement jouer sur ses avantages compétitifs. Les sociétés et les économies égalitaires sont favorisées par des systèmes régulés, protectionnistes, parce que dans ce cas-là, elles peuvent utiliser leur plus grande capacité à ouvrir des marchés solvables. Dès lors que vous êtes dans un cadre de libre-échange, c'est planté, ce sont les sociétés inégalitaires qui sont avantagées. Quand vous êtes dans un contexte général où on sait qu'il va être très compliqué de continuer à faire croître la richesse mondiale réelle, parce que le système productif bute sur des limites écologiques, du point de vue des classes supérieures et dirigeantes, évidemment, pour eux continuer à profiter de la croissance, pour eux continuer à accroître leur niveau de vie, eh bien, la solution, c'est l'inégalité, donc le libre-échange, donc la promotion de l'idéologie mondialiste. Là encore, c'est quelque chose finalement qui est assez logique. Il n'y a absolument pas besoin de recourir à une théorie du complot pour le constater, c'est une simple question de logique. Bon. Cela étant, ces approches structuralistes et par l'infrastructure ne disent pas toute la complexité du sujet. Et je suis d'accord avec Pierre Hillard pour penser que si on veut vraiment bien comprendre ce qu'est le mondialisme, il faut s'intéresser à l'approche événementielle. Il faut s'intéresser en particulier à l'approche événementielle sous l'angle géopolitique. Je pense que c'est l'approche clé dans le contexte général que je viens de décrire, bien entendu. C'est une toile de fond. Mais c'est cette approche événementielle qui est décisive. Et on verra qu'elle peut peut-être, dans une certaine mesure, être reliée à l'approche mystique. Ça n'est pas absurde. Alors, on va faire un tout petit peu de géopolitique, mais pour commencer, une remarque très simple sur les conséquences de la définition du mondialisme, tel que je viens de le donner, du point de vue de la structure politique générale. Lorsque vous dites que vous visez à l'unité de tous les peuples, considérés comme formant une communauté unique, il y a une ambiguïté dans cette formule. Est-ce que ça veut dire qu'on parle d'une communauté unique des peuples, chacun d'entre eux constituant une communauté distincte, donc une communauté de communautés, si vous voulez, ou est-ce qu'on considère que c'est une communauté unique dont la brique de base, en quelque sorte, est l'individu, tous les peuples ayant vocation à converger vers cette communauté unique globale? Ça n'est pas dit dans la définition. Et c'est effectivement pas dit dans la définition parce que cette ambiguïté existe dans l'idéologie mondialiste actuelle. On ne nous dit pas clairement en fait de quoi il s'agit quand on nous parle de gouvernement mondial. Qu'est-ce que ça veut dire gouvernement mondial? Vous avez plein de gens qui parlent de gouvernement mondial. Jacques Attali ne peut pas lire 3 phrases sans dire gouvernement mondial. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que ça peut vouloir dire des choses tout à fait différentes selon ce qu'on met dedans. Est-ce que ça veut dire un gouvernement coordonné à l'échelle globale entre des États démocratiques? Est-ce que ça veut dire une gouvernance globale qui impose ses décisions aux échelons infra? Est-ce que ça veut dire une négation pure et simple des échelons infra? On ne sait pas. Alors quand on réfléchit maintenant à l'instrumentalisation de l'idée mondialiste qui peut être faite
dans un système géopolitique quelconque, on arrive à la conclusion que cette ambiguïté ouvre la porte à un glissement qui est en quelque sorte spontané. Et là encore, il est tout à fait inutile de recourir à une quelconque théorie du complot. C'est quelque chose qui est largement indépendant même de la volonté des acteurs. Ils vont y être amenés naturellement. Dans un monde à plusieurs acteurs, il y a toujours un acteur qui est plus puissant que les autres. Cet acteur qui est plus puissant que les autres est toujours amené à jouer en quelque sorte les juges de paix. Les autres acteurs vont se tourner vers lui et lui dire « tu es le plus puissant, tu es capable d'imposer tes décisions, aide-nous à organiser le monde ». Alors il va prendre des décisions, ça va faire des heureux et ça va faire des gens qui ne sont pas contents. Les mécontents vont dire « ah mais ce juge de paix là, moi il ne me plaît pas, il ne prend pas les bonnes décisions ». Donc je vais essayer de me mettre en situation de contester ces décisions. Comment je peux faire ça? Il faut aller regarder qui est le deuxième plus puissant. Celui qui n'est pas le plus puissant, mais qui est numéro 2 en quelque sorte dans l'ordre des puissances. On va aller voir celui-là et on va lui dire « bon ben, t'es content toi de ce que fait le numéro 1? Tu voudrais pas être numéro 1 à la place du numéro 1? Oui? Bon ben on va faire une contre-coalition. » Donc naturellement, et là encore c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas arriver, dans n'importe quel système à plusieurs puissances, vous allez avoir une coalition autour du numéro 1 et une contre-coalition autour du numéro 2. Parfois, ça peut temporairement être aussi une contre-coalition autour des numéros 2 et 3. C'est ce qui se passe en ce moment, par exemple, avec la Chine et la Russie. Mais c'est un mécanisme qui se met en place spontanément. Ce que ça implique, c'est que pour la puissance dominante, le numéro 1, la paix en quelque sorte n'est pas possible. Il va forcément être contesté, il va forcément avoir une contre-coalition en face de lui, donc il n'a que deux possibilités, ou il renforce sans cesse sa propre coalition, il l'étend, ou il accepte de renoncer à sa place de numéro 1. La paix n'est possible en fait que pour les puissances petites et moyennes. Pour les très grandes puissances, structurellement, c'est impossible, ça ne peut pas durer. Alors, comment on fait pour renforcer une coalition? Eh bien, la réponse, c'est qu'on va construire une idéologie qu'on va essayer de faire partager à tous les membres de la coalition. Et assez logiquement, la puissance dominante, sachant que si elle parvient à unifier le monde, y imposera ses normes, ses règles, parce qu'elle est dominante, elle va incuber une idéologie prônant l'unification du monde. C'est un phénomène qui existe dans toute l'histoire constamment. Tous les empires sont mondialistes. Alors pas tous à la même échelle, parce que tous n'ont pas évolué dans des mondes de la même taille, mais ils sont tous mondialistes. C'est spontané, c'est naturel, et forcément, pour en revenir à l'ambiguïté de la définition du mondialisme, comme c'est instrumentalisé, comme c'est fait dans une optique de puissance, eh bien, cette communauté unique dont on parle, ce gouvernement mondial dont on parle, ça ne peut pas être, en tout cas dans l'optique de la puissance dominante, le gouvernement des peuples se coordonnant. Ça va forcément être un gouvernement imposant le point de vue de la puissance dominante, parce qu'encore une fois, elle n'a pas le choix. Elle est condamnée à dominer ou à disparaître. Ou en tout cas, elle est condamnée à dominer ou à perdre ce qui fait très largement sa substance. C'est comme ça. Donc, tous les empires fonctionnent comme ça, et le mondialisme est toujours, tous les mondialismes sont fondamentalement toujours les faux-nés des impérialismes. Alors, ce point, cette remarque d'ordre général étant posée, on peut déjà dire une chose, avant de regarder un peu d'où vient l'empire que nous affrontons aujourd'hui, c'est que la critique de cet empire, si elle veut être efficace, doit s'exonérer des considérations en quelque sorte d'appréciation de valeur sur l'idéologie de cet empire. Ce n'est pas le sujet. L'idéologie actuelle du mondialisme, c'est l'idéologie des droits de l'homme. Il est relativement peu utile de démontrer le caractère absurde de cette idéologie, car en fait, elle n'est pas là pour faire ce qu'elle dit qu'elle fait.
elle est là pour cautionner un impérialisme, et c'est dans ces termes-là, dans les termes de l'impérialisme, dans les termes des rapports de force, qu'il faut analyser cette idéologie. Cela étant posé, d'où vient-elle? Comment s'est-elle constituée? Alors je vais en dire deux mots quand même, et ça me paraît utile parce que j'ai remarqué que les Français, je crois, ne se représentent pas bien l'origine de l'Empire qui est en train d'essayer de les assujettir. Il faut voir que c'est un empire anglo-saxon. Donc si on veut le comprendre, il faut réfléchir dans les catégories des anglo-saxons. Les anglo-saxons ne pensent pas tout à fait comme nous. Nous avons une tendance à ramener les évolutions, les phénomènes à des explications à caractère universel. Chez nous, c'est spontané, on a besoin de trouver la cause universelle d'une chose. S'il se passe quelque chose, il va falloir que derrière, il y ait l'humanité, l'homme, la nation, des grands concepts comme ça. C'est pas vraiment comme ça que les anglo-saxons réfléchissent, ce sont des gens dont la pensée est plus empirique. Et c'est en fonction de cet empirisme qu'il faut analyser la constitution de leur empire. Et en particulier, il faut bien comprendre qu'il a changé cet empire, je vais maintenant détailler, faire l'histoire, il a changé plusieurs fois d'idéologie. Il s'est toujours plus ou moins adapté pour produire l'idéologie à caractère mondialiste ou pré-mondialiste, disons, qui lui convenait. Mais sa substance n'est pas son idéologie, sa substance est ailleurs. Et les Français ont tort quand ils essayent de ramener cet empire soit à la réforme protestante du XVIe siècle, soit aux Lumières du XVIIIe siècle. Ça, c'est une vision française qui vient du fait que nous ramenons tout à l'universel. En fait, le moment où cet empire s'est constitué, c'est entre les deux. C'est une séquence précise de l'histoire d'Angleterre qui est mal connue en France, qui est le XVIIe siècle. L'empire britannique, qui est à l'origine de l'impérialisme américain contemporain, s'est constitué d'une part par la victoire de l'Europe du Nord sur l'Europe du Sud, et d'autre part, au sein de l'Europe du Nord, par la victoire de la Grande-Bretagne sur la Hollande. Cet empire, en fait, a succédé en puissance dominante et en producteur, en quelque sorte, d'une idéologie mondialiste, à l'empire hispano-portugais. C'est-à-dire que, par le traité de Tordesillas en 1494, déjà, on voit les empires espagnols et portugais se partager le monde. C'est-à-dire que dès qu'ils ont eu la navigation hauturière, les Européens ont pensé le globe comme quelque chose qu'il fallait conquérir. Il y a déjà à cette époque-là une idéologie d'empire, qui est le catholicisme, ça se passe dans l'Europe du Sud. C'est une idéologie qu'on peut approuver, ne pas approuver, mais là encore, ce n'est pas la question. En fait, cet empire, fondamentalement, ce qu'il recherche, c'est la défense des intérêts des classes supérieures de cet empire. Et cette défense des intérêts se confond très largement avec l'empire colonial espagnol, parce qu'à la même époque, l'Europe du Sud est entrée profondément en crise à cause de la rétraction de l'espace méditerranéen du fait de la montée de l'Empire ottoman. Ce sont des phénomènes économiques. Là, on reboucle sur les causes infrastructurelles, si vous voulez, qui vont surdéterminer l'action des acteurs. Bon, cet empire espagnol s'étend vers l'Amérique. On peut remarquer, d'ailleurs, j'ai vu ça en faisant une petite recherche, c'est assez amusant, que le premier empire amérindien qu'il détruit est l'empire aztèque. Et alors je ne vous garantis pas la prononciation, mais les Aztèques appelaient leur empire Sem Anahuac, ce qui veut dire toute la terre entourée d'eau. C'est-à-dire que le petit empire aztèque avait incubé une sorte d'idéologie mondialiste à l'échelle du Mexique central. C'est assez drôle pour bien montrer que dans cette histoire, en fait, il n'y a pas des bons et des méchants, il y a juste des forts et des faibles, et les forts se succèdent au pouvoir. Bon, donc les Espagnols ont conquis cette Amérique, et puis il leur est arrivé ce qui arrive souvent aux empires, c'est qu'ils sont morts de leur victoire. Parce que, ce faisant, ils ont conquis des flux de métaux précieux, qui ont entraîné en quelque sorte indirectement le désintérêt des classes dirigeantes espagnoles pour l'économie productive, en particulier dans la métropole. Et l'Espagne est morte de sa richesse. Alors pendant un certain temps, ça a été la fête, parce que les Espagnols avaient capté, je crois, à peu près 80% des flux de métaux précieux du monde. Le jour où les mines ont été épuisées,
ma foi, l'Empire espagnol s'est retrouvé vidé de sa substance productive réelle et avec sa source de monnaie fictive, d'une certaine façon, enfin pas fictive, elle était réelle, mais artificielle, disons, qui avait disparu. C'est quand même quelque chose qui pourrait inspirer de salutaires réflexions à des gens aujourd'hui, je trouve. Donc, cet empire espagnol étant affaibli, à ce moment-là, s'est imposé l'empire britannique. Il est monté en puissance d'abord en résistant à la tentative des Espagnols de l'écraser dans l'œuf à la fin du XVIe siècle, puis surtout donc au XVIIe siècle, dans une séquence que je vais très rapidement vous balayer, mais dont il est important de bien la comprendre pour comprendre ce qu'est l'empire anglo-saxon contemporain, ce qu'est son essence. La séquence commence à peu près en 1640, quand la monarchie Stuart fait faillite une première fois. Elle fait faillite parce que l'économie britannique se porte bien, mais la monarchie est pauvre. Parce que tout simplement, la monarchie, c'est le pouvoir de ce qui sert à l'époque d'aristocratie. En Grande-Bretagne, c'est déjà plus tout à fait une vraie aristocratie, mais enfin, on va dire qu'elle en sert d'aristocratie, la classe possédante de la terre. L'économie britannique se porte bien parce qu'il y a une nouvelle classe possédante qui monte en puissance, qui sont les marchands. La monarchie ne parvient pas vraiment à capter la richesse de cette classe possédante nouvelle. En plus, elle est assez mal gérée, il faut le reconnaître. Donc, elle fait faillite en 1640 et va s'ensuivre une séquence assez brève avec une guerre civile en Angleterre à l'occasion de laquelle le Parlement va s'emparer du pouvoir contre le roi. Alors, il y a une idéologie derrière cette conquête, c'est une idéologie protestante, c'est celle de la New Model Army. Elle est incarnée par un homme qui s'appelle Oliver Cromwell, mais ça n'est qu'une étape dans un processus. Cette idéologie est surtout en réalité un moyen de détruire l'idéologie de l'ancienne classe dirigeante. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand Cromwell dit qu'il va délivrer la Grande-Bretagne de ce qu'il appelle l'idolâtrie papiste, en fait ce qu'il fait, c'est qu'il détruit le système idéologique de cautionnement de l'ancienne classe dirigeante, même si lui-même probablement ne le sait pas. Il est probable que religieusement il est sincère. Mais en fait c'est ce qu'il fait. Une fois qu'il a fait ce travail-là, en fait, la bourgeoisie britannique ascendante va assez vite s'éloigner de cette base idéologique. Parce que ça n'est qu'un outil, si vous voulez. Donc il faut bien comprendre que cet empire, en fait, il n'a jamais été vraiment profondément protestant. C'est pas sa vraie nature. Le protestantisme a été utilisé par la bourgeoisie ascendante, on va dire simplement pour se saisir des biens de l'Église. La grande affaire de la conquête du pouvoir par le Parlement à l'époque en Grande-Bretagne, c'est surtout ça. Pourquoi ils veulent les biens de l'Église? Il faut aussi comprendre que c'est pour des raisons logiques de leur point de vue. Les marchands britanniques à l'époque souffrent de la concurrence des marchands hollandais, parce que les flux financiers sont captés par Amsterdam. Les taux d'intérêt dont bénéficient les marchands hollandais sont tout simplement plus bas que les taux d'intérêt dont bénéficient les marchands anglais. Se mettre la main sur les biens de l'Église, c'est un moyen de faire rentrer de l'argent dans un système et de faire baisser les taux d'intérêt. C'est la substance profonde de cet empire dès son origine. C'est une affaire d'argent et de taux d'intérêt. Bon. Une fois ce travail fait, Cromwell mort, on remet une dynastie Stuart, parce que c'est mieux pour la stabilité du pays. En 1672, à nouveau, il y a des problèmes financiers pour la monarchie Stuart. C'est le début d'une nouvelle séquence. On va répéter le même travail. Cette fois, encore, on va utiliser une idéologie de type protestant, mais elle est déjà différente de la première. C'est ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution qui a lieu en 1688. Disons que je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire du protestantisme parce que ce n'est pas le sujet et puis c'est très compliqué, mais si vous voulez,
déjà on a un protestantisme qui s'éloigne de ses bases classiques européennes et qui commence à muter vers une pré-idéologie déjà sécularisée, ou disons sécularisante. La franc-maçonnerie, telle qu'elle va être organisée par la Grande Loge de Londres 3 décennies plus tard, est déjà en gestation. Là encore, ça n'est qu'un outil, c'est une idéologie outil. Le vrai sujet, c'est pas ça, c'est que le Parlement reprend le pouvoir, et il reprend le pouvoir parce qu'à nouveau, il faut faire baisser les taux d'intérêt. On va faire baisser les taux d'intérêt. Comment va-t-on procéder? Eh bien, c'est à ce moment-là que l'Empire va vraiment se constituer, en 2 phases. La première, c'est 1694, avec la création de la Banque d'Angleterre. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va commencer à avoir une banque qui est unifiée, qui est contrôlée à l'époque par le Parlement. Et quand on dit le Parlement en Grande-Bretagne à l'époque, enfin en Angleterre, ce qu'on veut dire, c'est tout simplement les classes marchandes dirigeantes. C'est de ça qu'il est question. Et cette banque va commencer à émettre des effets négociables en contrepartie du financement qu'elle accorde à l'État. C'est-à-dire qu'on va commencer en fait à adosser le financement du marché à la dette publique. Dès le départ, c'est fait pour ça. Et puis il va y avoir une succession d'évolutions qui va amener jusqu'à la date, je crois, de 1708, où la Banque d'Angleterre va obtenir le monopole d'émission monétaire, et cette fois ce ne sont plus sur des effets, mais ce sont sur des billets de banque. Ces billets de banque renvoient à la dette publique, en réalité. C'est fait pour ça dès le départ. Donc la substance de cet empire, ce qui le définit vraiment, à partir de ce moment-là, elle est constituée. En fait, c'est l'empire du crédit. C'est l'empire de la monnaie de crédit. C'est une entreprise commerciale, ni plus ni moins, qui est financée à crédit en incorporant dans la masse monétaire qu'on fait circuler l'espérance de gain liée essentiellement au développement de l'Empire britannique dans ses colonies américaines puis indiennes. C'est sa nature. Alors, vous comprenez à partir de là pourquoi cet empire va pouvoir changer d'idéologie plusieurs fois. Donc il a été au départ un court moment vraiment protestant, ensuite il a été, on va dire, protestant arminien. Ensuite, il est devenu anglican, sans qu'on sache toujours très bien si c'était vraiment le sujet, la religion. Et puis ensuite, il s'est appuyé sur des réseaux maçonniques qui ont été incubés à partir de la Grande Loge de Londres et qui sont très liés au développement de l'Intelligence Service. Et puis, cette idéologie a à nouveau muté au XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, les Britanniques ayant mis la main sur l'Inde, ils ont commencé à se représenter leur domination comme l'organisation d'une famille de peuples où, comme par hasard, ils étaient dominants. C'est l'idéologie de Cecil Rhodes, par exemple. En fait, toutes ces idéologies successives ne sont pas la substance de l'Empire. Ce sont des instruments de cautionnement qui vont déboucher petit à petit sur la fabrication de l'idéologie actuelle, qui est l'idéologie des droits de l'homme, qui est l'idéologie du droit d'ingérence. Mais ce ne sont que des outils. On a donc défini la nature de l'empire, l'empire de la monnaie, l'empire de l'argent, l'empire de la banque en fait. On a compris que l'idéologie n'était qu'un prétexte. Et que donc, l'idéologie mondialiste contemporaine, si on l'analyse du point de vue de l'Empire, n'est qu'un prétexte. Et que donc, il ne s'agit pas du tout, en réalité, du point de vue de l'Empire, de promouvoir une communauté humaine unique. Il s'agit de défendre un système de coalition autour du plus fort qui doit rester significativement plus fort que le système de coalition autour de la deuxième plus grande puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Le mondialisme, concrètement, c'est ça. Alors, maintenant,
Maintenant, parlons des perspectives. On a vu ce qu'était l'enjeu, en fait. Parlons des perspectives. Bon, la situation actuelle, en fait, c'est que la nature même de cet empire fait qu'aujourd'hui, il est proche de la fin. C'est un empire de la monnaie de crédit, c'est un empire qui est fondé sur la croissance. Dans son code génétique, en quelque sorte, il y a l'idée qu'on va pouvoir faire croître le territoire économique et que donc on peut incorporer des gains futurs dans la masse monétaire qu'on émet. C'est sa nature. Le problème, c'est qu'on ne peut plus faire croître ces territoires économiques. En tout cas, en Occident, ça devient très difficile. C'est pour ça, en réalité, que cet empire a fui dans une dette toujours croissante. C'est une dette qui sert à rembourser la dette parce qu'on n'a plus de croissance réelle pour la payer. C'est pour ça aussi que cette dette est évidemment impossible à rembourser. Parce que si, par hypothèse, je ne sais pas, il se produisait un miracle technologique et que demain on retrouve 10-15% de croissance annuelle, il n'y aurait plus le problème de la dette. Si vous avez la croissance qui permet de financer et de rembourser une dette énorme, vous pouvez vous permettre une dette énorme. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout, c'est pour ça que cet empire est devenu non plus un empire de la monnaie de crédit, mais un empire de la dette. Alors, comment l'Empire peut-il réagir et à quoi lui sert l'idéologie mondialiste dans ce cadre-là? Bon, là encore, je propose comme méthode de s'intéresser aux mécanismes spontanés qui surdéterminent les réactions des acteurs. Quand vous avez un empire qui est obligé de défendre la coalition qu'il a structurée autour de lui, il peut procéder en gros de 4 façons. Il y a 4 principales méthodes pour se défendre. La première méthode, c'est la contrainte directe. C'est la méthode la plus classique. Donc ça peut se faire soit en menaçant les dirigeants des États vassaux. Par exemple, l'empire napoléonien, qui était un empire fabriqué un petit peu en catastrophe et trop vite. Bon, il y avait chez Napoléon une certaine tendance à dire ou vous êtes avec moi ou je vous fais la guerre. Bon, c'est une méthode. Il y a des méthodes plus subtiles. On peut fragiliser les vassaux, juste assez pour les obliger à rester solidaires avec un protecteur. Traditionnellement, les déplacements de population dans les empires servent à ça. Vous pouvez remonter jusqu'à la haute antiquité aux stratégies de l'empire assyrien et vous retrouverez des déplacements de population qui sont organisés pour fragiliser les États vassaux. Il n'y a donc absolument aucune théorie du complot à dire que l'immigration en Europe actuellement sert aussi à ça. C'est une stratégie délibérée du cœur impérial pour fragiliser une périphérie qu'il veut insécuriser juste assez pour qu'elle n'ait pas la mauvaise idée de vouloir s'éloigner de lui. Vous pouvez aussi, c'est une stratégie assez classique, si vous n'avez pas la possibilité de faire rentrer des gens nouveaux dans un territoire, diviser les gens qui s'y trouvent déjà. Vous redécoupez, vous fabriquez par exemple, là où il y avait un grand vassal qui pouvait vous dire non, vous le fragmentez, vous fabriquez 5 ou 6 petits vassaux qui ne pourront pas vous dire non, c'est exactement ce qu'explique Pierre Hillard. Bon, quand on s'intéresse par exemple à la stratégie de découpage des États africains au moment de la soi-disant décolonisation de la fin des années 50, on voit d'ailleurs que, bon ben, qu'on nous le fasse à nous aujourd'hui, voilà, hein. Peut-être que nous on l'a un peu fait aussi avant, quoi. Bon, donc ça c'est une première méthode, la contrainte directe. Une deuxième méthode, c'est la contrainte indirecte. Alors ça c'est plus subtil, ça consiste à utiliser l'existence du contre-empire, de la contre-coalition, pour faire peur aux vassaux. Alors c'est toujours assez dangereux parce qu'on risque de leur faire trop peur. Mais si on parvient à rendre l'autre empire encore moins désirable que soi, on solidarise les vassaux. Un très bon exemple de ça, c'est la façon dont, dans l'Antiquité, vous voyez qu'on peut remonter très loin pour trouver ces stratégies. Finalement, pourquoi l'Empire romain d'Occident s'écroule et l'Empire romain d'Orient ne s'écroule pas? C'est essentiellement parce que les vassaux, les provinces de l'Empire romain d'Orient ont peur des Perses.
C'est-à-dire qu'il y a un grand ennemi qui menace d'être encore plus prédateur que l'Empire byzantin. Et ça sauve l'Empire byzantin. Et ça peut être effectivement, comme le dit Pierre Hillard, une stratégie. Alors, elle est évidemment très subtile, il faut être très malin, consistant à se garder un ennemi et à s'appuyer sur lui pour pouvoir rester plus fort que lui. Ça s'est fait historiquement, il y a des exemples. Une troisième stratégie, quand l'Empire est devenu vraiment trop grand par rapport à ses coûts de gestion, c'est de le diviser ou de créer 2 ou 3 pôles à l'intérieur qui vont rendre en quelque sorte sa gestion moins coûteuse. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment probablement autour de la ligne développée aux États-Unis par la commission trilatérale. La commission trilatérale, ça veut dire qu'il y a 3 pôles. Le Japon, les États-Unis, l'Europe veut maintenir cet empire de la banque, mais elle souhaite qu'il n'ait plus un centre unique qui serait aux États-Unis. Elle prend acte du fait que le point de concentration du capital a de plus en plus tendance à se diluer, et elle préférerait au fond que cet empire ait 3 centres coordonnés. Enfin, il y a une 4e stratégie pour sauver un empire qui est en difficulté, c'est la montée aux extrêmes. Donc la montée aux extrêmes, c'est la stratégie ultime qui consiste en gros à relancer le processus de conquête coûte que coûte. En général, ça ne marche pas. L'exemple typique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'Espagne impériale finissante. C'est le signe quand un empire commence à fonctionner comme ça, en cherchant la guerre pour la guerre, en général, c'est qu'il est proche de sa fin. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe en réalité, ça sera ma conclusion, c'est que l'empire anglo-saxon ne choisit pas franchement entre ces différentes stratégies. Il oscille entre ces différentes possibilités. Il y a des tendances à l'intérieur de cet empire qui oscillent entre ces différentes possibilités, et ça vous explique que l'idéologie mondialiste, qui ne sert jamais que de faux nez à cette stratégie impérialiste, soit elle-même une idéologie manifestement à géométrie variable. Vous avez Jacques Attali qui veut un gouvernement mondial à Jérusalem. Bon, d'accord. Ok. Enfin, ça c'est Jacques Attali. Bon. C'est une façon de voir les choses. Maintenant, si on passe un peu à des gens qui ont plus de pouvoir et plus de choses sérieuses, on voit très bien que à l'intérieur des classes dirigeantes de l'Empire occidental, il y a fondamentalement 2 grandes forces qui s'affrontent. Une qui veut combiner la division maîtrisée, la vision de la trilatérale, avec l'usage d'un contre-empire, on va dire russo-chinois, c'est pas très clair, les deux. On est dans une situation un peu ambiguë où il y a à la fois 2 puissances autour desquelles, de l'alliance desquelles se coalisent les adversaires de l'empire. Donc c'est une situation d'ailleurs qui ne durera pas très longtemps. Donc il y a une première ligne qui veut un peu en quelque sorte croiser la division maîtrisée avec l'usage du meilleur ennemi en quelque sorte. Bon, c'est la ligne des conservateurs réalistes aux États-Unis. Et puis il y a une autre ligne qui est la ligne des néoconservateurs qui, elle, semble plutôt prête à opérer une montée aux extrêmes. Alors, là, j'ai très peu de temps pour m'exprimer, et c'est un sujet extrêmement compliqué. Ce que je voudrais simplement dire, sans entrer dans le détail, c'est que, à mon avis, il n'est pas impossible que la fuite dans l'irrationnel, dans la montée aux extrêmes, aille jusqu'au bout. C'est pas impossible. C'est-à-dire que, en général, quand un empire comme ça est proche du point de rupture, les classes dirigeantes de cet empire ont des tentations quasiment suicidaires, si vous voulez. Parce qu'il faut voir qu'un empire se cautionne en produisant des territoires idéologiques, imaginaires, fantasmatiques, qui sont faits pour enfermer les dominés dans une construction idéologique, mais dont les dominants eux-mêmes sont souvent largement dupes. Et quelque part, on observe, c'est un phénomène historique, que les empires finissant
au niveau de leur classe dirigeante, connaissent souvent une fuite dans l'irrationnel. Voilà. Alors ça vous explique qu'il existe aussi des tendances mondialistes qui veulent, soi-disant, l'unification du monde coûte que coûte. Et c'est toute l'ambiguïté, par exemple, de ce qui est en train de se passer dans tout l'arc d'instabilité qui entoure l'alliance russo-chinoise et leurs vassaux, jusqu'où ça peut aller. Si on est dans une logique, là qui est celle des conservateurs réalistes, il s'agit essentiellement de créer de la tension pour s'appuyer sur l'ennemi pour rester plus fort que lui. Byzance par rapport à l'Empire perse. Dans ces cas-là, ce qu'on cherche en Ukraine, ce qu'on cherche au Vietnam, ce qu'on cherche en mer de Chine, ce qu'on cherche en faisant un peu monter la tension entre le Japon et la Chine, c'est l'hypothèse qu'évoque Pierre Hillard. Tout simplement, on cherche à repousser en quelque sorte les vassaux de l'Empire vers l'Empire en les éloignant du contre-empire. Et on crée là une zone d'instabilité, de fracture, qui va les obliger à rester solidaires du cœur de l'Empire, parce qu'ils auront peur de ce qu'il y a de l'autre côté de cette zone de fracture. Mais ça ne va pas jusqu'au bout. À ce moment-là, on ne cherche pas la guerre. On cherche la tension, mais on s'arrête juste avant la guerre. Et puis il y a une autre ligne qu'on ne peut pas exclure. Il y a un certain nombre de raisons... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est là qu'on touche aux explications mystiques. Il y a une autre ligne qui existe peut-être, de gens qui veulent vraiment que ça aille jusqu'à la guerre. Et en fait, on ne peut pas savoir exactement laquelle de ces deux lignes va prédominer. C'est extrêmement difficile d'interpréter les signaux qui nous sont passés actuellement. Donc, en conclusion, après ce tour d'horizon qui est malheureusement beaucoup trop rapide, de quoi s'agit-il ? On a vu que quand on combine les différentes approches, on voit que dans une approche structuraliste, ma foi, il faut bien le dire, la construction d'un gouvernement coordonné à l'échelle mondiale, c'est pas non plus un fantasme impérial, c'est aussi quelque chose qui a tendance aujourd'hui à devenir pensable et peut-être d'une certaine façon à devenir souhaitable, parce que il vaudrait mieux se coordonner au moment où notre économie risque de buter sur ses limites écologiques, c'est évident. On voit que, en revanche, quand on s'intéresse aux explications par l'infrastructure et surtout aux explications par l'histoire événementielle, par la géopolitique, le problème c'est que cette nécessité d'une gouvernance coordonnée à l'échelle globale aujourd'hui est captée, instrumentalisée, d'une part par les classes supérieures dans les différents pays du monde, et d'autre part à l'échelle globale par la puissance impérialiste, on va dire pour simplifier, américano-britannico-israélienne, même si en réalité nous faisons nous aussi d'une certaine façon partie de ces puissances impérialistes, nous Français. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la politique étrangère de la France depuis 3-4 ans, qui fait que maintenant on a envie de se demander s'il ne faut pas parler de l'empire américano-britannico-israélo-français. Bon. Donc, en résumé sur enjeux et perspectives, je dirais l'enjeu il est simple, il faut lutter contre le mondialisme, mais pas pour empêcher l'établissement d'une gouvernance mondiale coordonnée. Au contraire, pour rendre possible l'établissement d'une gouvernance mondiale coordonnée dans un cadre raisonnable, westphalien, on va dire, appuyé sur des entités politiques stables et qui se respectent les unes les autres. Donc en fait, le véritable adversaire du mondialisme, c'est un nationalisme ouvert, c'est un patriotisme ouvert. C'est pas du tout les patriotismes fermés, c'est pas du tout les nationalismes agressifs, c'est pas du tout les ethnicismes de repli. Au contraire, pour le mondialisme, ce genre de tendance est positive, parce que ça lui permet de se poser en seule alternative crédible au chaos. Quant à la perspective, comme je vous le disais, elle dépendra des décisions qui seront prises au niveau du centre impérial, et là je dois dire que personnellement je suis incapable de faire une prévision. Voilà.